Hello, hello, bonsoir tout le monde, bonsoir Gwenaëlle. Bonsoir Euh, Faye, bonsoir tout le Comme monde. tous les vendredis, on se retrouve pour Afro Woman Business et ce soir, on vous reçoit. On reçoit la coach très, très, très spéciale qui a une manière de coacher dans l'explication qu'on a eue que je trouve formidable parce qu'on part vraiment de la racine. D'où la petite vidéo où j'ai demandé est-ce que on a une identité à la naissance ou on prend son identité plus tard? Est-ce que c'est une bonne question d'ailleurs? Très intéressant comme question. Eh ben, vous allez pouvoir y répondre. Vous allez pouvoir y répondre. Donc, ceux qui sont là, n'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à liker et à poser vos questions, puisque du coup, je pense que vous avez un peu compris. Gwenaëlle est coach. Est-ce que je dis coach de vie? Mindset coach et en même temps parfois business coach, mais principalement mindset coach. Ok, donc mindset, c'est plutôt dans les L'état pensées. d'esprit et en plus ma cible sont les entrepreneurs, donc c'est pas vraiment du coach de vie, c'est plutôt du coach d'entrepreneur. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un coach entrepreneurial et c'est très bien parce que du coup, lundi, j'ai fait un petit live en expliquant les livres qui seraient vus durant cette saison 2 et on a le leadership 360 degrés de John Maxwell. Je n'ai pas pris mon livre à côté de moi, il est déjà rentré dans À la... lire, à lire, à lire. Très puissant. Tout ce qui est John Maxwell de toute manière est très puissant. Il est très très bon, John Maxwell. Très bon. Et du coup, je suppose que vous avez une bonne base de John Maxwell dans le coaching. Pas que, parce que premièrement, j'aime pas faire du copier-coller. Il y a beaucoup d'inspiration. Enfin, tout le monde s'inspire des mêmes outils. Il est très fort parce qu'il a une très bonne vision de l'accompagnement, du leadership notamment. Donc, je m'en inspire, mais c'est pas le seul. D'accord. C'est pas le seul parce que ne rester que sur un, j'ai du mal parce qu'après, je trouve qu'on est un petit peu trop sectaire. Dans le principe et que c'est pas le seul, mais il est toujours très pertinent et à lire et à regarder sur certaines vidéos. Donc, je suis quand même. Bon, bah, top. Du coup, mon choix de livre de John Maxwell, il est validé. Tant mieux. Validé. Je suis pas coach, mais coach mindset, mais pour le coup, il est validé. Alors, Gwenaëlle, on va commencer par le plus simple, le plus relax, on va dire. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Gwenaëlle Massa, je suis la fondatrice d'Oser Devenir, que j'ai créé il y a un petit peu plus d'un an, qui est un cabinet de coaching et de formation. J'ai 42 ans, je suis maman d'un jeune homme de 23 ans et grand-mère. Ouais, donc une grand-mère jeune, ça c'est assez cool. J'ai un parcours professionnel orienté beaucoup commerce, parce que j'ai passé vraiment plus de 20 ans dans la grande distribution, 12 ans de management, 4 ans de formation en intra-entreprise sur du management, justement sur du leadership et à la fois sur la relation client et de la vente. Et puis un parcours chef de projet pendant 4 ans aussi, toujours dans la grande distrib, où j'ai géré des gros projets d'ouverture de magasins. Et puis, il y a plus d'un an, j'ai décidé de revenir à mon cœur de métier, enfin ma passion, l'accompagnement. De toute manière, j'ai toujours eu un parcours accompagnement, management, formation, chef de projet. Je suis restée sur cette base-là, mais j'avais envie de le faire à une autre échelle et puis surtout dans le respect de d'autres valeurs, parce que je ne me retrouvais plus dans le monde de l'entreprise. Donc, je suis passée dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Génial. Et du coup, Oser Devenir a été créé en quelle année? Oser devenir est un bébé du premier confinement. Ah, génial. Génial, bah, génial. Bah, du coup, je pense que ça a dû apporter pas mal, justement, on était tous confinés, donc ça a dû apporter pas mal à vos clients qui, confinés, se sont dit, bon, c'est peut-être le moment d'avoir ce coaching, parce que en général, le manager n'ose pas avouer qu'il a besoin d'être coaché. Le manager se dit, voilà. Donc là, je pense que le fait d'être confiné, d'avoir cette occasion-là d'être coaché, ça leur a permis de remettre un peu, de recadrer les choses, de remettre les choses dans un contexte normal de manager, parce que manager n'est pas forcément celui qui dit tout le temps fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Le manager a des qualités très importantes. Du coup, moi j'avais posé une question l'année dernière, je vais vous la reposer aujourd'hui. Ouais. Est-ce que pour vous, tous les entrepreneurs sont des leaders? Pour moi, ils peuvent le devenir, ils ne le sont pas tous aujourd'hui.
Parce que le leadership, ça se travaille, c'est une posture, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Mhm. Mais au même titre que les managers ne sont pas tous des leaders non plus. Exact. Voilà, et donc, mais ça se travaille. Ça se Mhm. travaille à partir du moment où on a envie d'en faire quelque chose, de cette posture et d'entrepreneur et de manager, qu'on a envie de fédérer des personnes autour de nous, qu'on a envie de porter notre projet avec confiance, avec estime. Et dès lors, eh ben, on travaille cette pratique dans le temps. Enfin, ce que je disais juste avant qu'on commence, le changement prend du temps. Il demande beaucoup d'action, beaucoup d'entraînement. Mais quand on a une passion, qu'on a l'envie, qu'on a le cœur et qu'on a de la vision, on peut devenir un leader. Alors, on n'a pas tous les leaders à la même échelle, mais un entrepreneur peut devenir un très bon leader. En revanche, aujourd'hui, tous les entrepreneurs ne sont pas des leaders. Et voilà. Moi, je me dis que je vais peut-être devenir coach mindset, moi aussi, parce que bon. Non, mais je vous laisse ce métier qui vous va très bien. Du coup, Kunael, par rapport aux devenir, on a eu un peu l'idée, l'historique du parcours professionnel et de l'accompagnement, ce que vous aimez faire le plus. Et c'est intéressant parce que la réponse aussi par rapport au fait que tous les entrepreneurs ne sont pas des leaders, mais ils peuvent en devenir, c'est aussi un moyen de montrer à tous les entrepreneurs que il faut aussi pouvoir détecter si on est leader ou pas et quel niveau de leader on est. Quel niveau de leader on est pour justement mieux appréhender les coups bas, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de coups bas, les coups bas de l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, quand vous êtes devenu coach, mindset, quel parcours vous avez dû emprunter? Alors, moi, j'avais déjà une formation initiale autour du développement personnel assez poussée au travers de ma casquette de formatrice en entreprise, où j'ai eu l'opportunité et la chance quand même d'être beaucoup accompagnée. Donc, c'est vrai que moi, c'est des compétences que j'avais déjà plus ou moins développées dans mes casquettes précédentes. Mais j'ai quand même fait une formation de coach et une certification de coach, notamment. La première raison quand j'ai décidé de le faire, c'est que je sortais de 20 ans de salariat avec une vision et des valeurs un peu autour du monde de l'entreprise, mais en tant que salarié. Et j'avais besoin de me réaligner dans cet accompagnement, mais me réaligner en tant que posture de coach. Et puis avec une autre vision entrepreneuriale, c'était important pour moi de me recentrer autour de mes valeurs et surtout de ma vision. Pourquoi je voulais le faire, comment je voulais le faire et avec qui je voulais le faire. Donc cette formation, à la base, c'était pas que pour la certification, parce que je suis pas spécialement la reine du bout de papier, mais c'était important pour moi déjà, premièrement, de refaire ce travail sur moi-même et en plus de me réoutiller de nouvelles pratiques, de bien valider le processus d'accompagnement d'un coach. Et puis, pourquoi pas à la clé, une certification, parce que ça fait quand même toujours du bien après des mois d'accompagnement. Toujours. Toujours. Mais du coup, ma question par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se disent coach, qui se disent professionnels dans un domaine et qui n'ont pas forcément les formations adéquates. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur aussi, il est important de se former, même si on a de l'expérience? Est-ce que c'est important de se former et pourquoi? Pour moi, il faut se former toute sa vie, en fait. L'apprentissage, c'est récurrent et c'est pas qu'à un moment de sa vie. C'est pas parce qu'on a été à l'école jusqu'à 22, 23 ans qu'on a un bac plus et qu'on s'arrête. Non, on a besoin de se nourrir constamment. Premièrement, parce que on a pour habitude avec la routine, on prend des automatismes. Les automatismes font qu'on se challenge plus. Et que du coup, on ne fait plus attention à certaines pratiques, on oublie avec le temps. Et puis, c'est important de faire fonctionner aussi le cerveau, continuer à se nourrir, à s'enrichir. Le monde va très vite. Tout avance vite. Donc, pour moi, il faut se former toute sa vie. Que ce soit un entrepreneur, un manager, un boulanger ou peu importe, quel que soit le métier, mais je vais revenir sur le cœur de l'entrepreneuriat. Oui, il faut se former. C'est pas autant pour le diplôme, parce que moi je suis pas très partisante du diplôme en soi-même. Est-ce que tu as un bac, est-ce que tu as un master, ça je m'en fiche. En revanche, l'apprentissage, la connaissance et l'entraînement pour aller valider la compétence, celle-ci elle est importante. Et un entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc, ça dit bien qu'à un moment donné, il faut que j'apprenne, j'ai du savoir, et puis que j'applique ce savoir-faire pour que ça en devienne une vraie compétence acquise. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Il faut vraiment se former. C'est pas tant en soi le fait d'avoir les diplômes, donc le papier, mais surtout d'acquérir les connaissances nécessaires pour vraiment
voilà, continuer d'évoluer. Et parfois, les rechallenger ses connaissances. Parce qu'enfin, Oui. moi, la première, hein, c'est pas parce que j'ai une certification de coach que je m'arrête là. Je continue à me nourrir, des fois à relire des bouquins, à refaire des formations. Parce qu'en fait, il faut rechallenger même sa compétence. On ne retient qu'une partie. Et des fois, aller se renourrir sur ce qu'on a déjà appris fait qu'on développe et on étale sa zone de confort. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la partie oser devenir, Oui. sur comment vous coachez, parce que du coup, j'ai un peu expliqué, mais je pense que vous êtes la mieux placée pour l'expliquer, du fait de coacher à partir de la racine, à partir de la source. Donc, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Logiquement, c'est la base du coaching. Le coaching, c'est on va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on part bien de la personne, de son identité, de sa mission de vie, du sens. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le prends, parce que c'est quand même la source. Hein, c'est que pour, je crois que c'est, je ne sais plus quel physicien disait ça, mais pour changer quelque chose, on ne peut pas refaire les mêmes pratiques que le problème qui est initial. Donc, ça demande vraiment une réelle transformation. Et la transformation, elle ne se fait pas à l'extérieur. Elle peut se faire à l'extérieur, mais elle doit partir de l'intérieur. Et l'intérieur, c'est revenir sur ses valeurs. Qu'est-ce qui me pousse à y aller? Pourquoi je dois y aller? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qui suis-je? Parce que des fois, derrière le problème que j'entends, enfin, pour lequel la personne vient me voir, assez souvent, c'est pas le problème initial qui porte souci, c'est plein de causes en amont. Il faut aller redéverrouiller sous ça, toutes les croyances, tout ce qui nous bloque à avancer. Voilà. Donc, c'est vraiment repartir de la source. Et la source, c'est nous, mais le nous à l'intérieur. Mes émotions, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur? Comment je visualise mon parcours? Très peu de personnes se connaissent vraiment. Mais en même temps, personne ne se connaît à 100%, puisqu'on ne se connaîtra jamais à 100%. On évolue tout le long de la vie, d'où l'importance de continuer à se faire accompagner et former toute une vie. Exactement. Alors, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser des questions à Gwenaëlle, parce que moi, j'en ai énormément. Je ne veux pas monopoliser Madame Gwenaëlle. Donc, du coup, vous n'hésitez pas à poser vos questions et je lui retransmettrai vos questions. J'ai une autre question, c'est celle du début, pour le coup. Est-ce qu'on a une identité? Parce que vous rencontrez beaucoup de personnes qui ne savent pas qui ils sont. Et ça, c'est très difficile, surtout quand on se met dans l'entrepreneuriat, parce qu'un entrepreneur qui ne sait pas qui il est, qui n'a pas identifié quel type d'entrepreneur il est, quel type de leader il est, ou s'il n'est pas leader, pourquoi il ne l'est pas. Du coup, la question c'est, est-ce qu'on a une identité dès la naissance ou on acquiert une identité plus tard? Et si c'est plus tard, à partir de quel moment? Alors, dans le mot identité, il y a plein de choses, parce que beaucoup parlent de caractère, certains vont parler de personnalité. Oui, effectivement, quand on arrive à l'enfance, déjà on est là pour une mission de vie bien particulière, on arrive avec un filtre, un ADN, voilà, qui fait qu'on est unique, avec un tempérament, un caractère qui est déjà là, et puis qui se façonne au gré de l'éducation de nos parents, de nos expériences, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que dans notre évolution d'enfant qui grandit autour de ses parents, par rapport à ce qu'il voit du monde extérieur et de ce qu'il filtre, de ce qui marche pas, il va commencer à construire un personnage social. Beaucoup aujourd'hui montrent son personnage social. C'est ce qu'on met en avant près des autres, mais c'est pas toujours ce qu'on est à l'intérieur. Et que moi, tout mon travail, c'est de faire en sorte de réaligner, de remettre en cohérence qui je suis profondément à l'intérieur, et des fois on ne sait pas. Et en allant grappiller dans l'enfance, sur certaines situations, on va retrouver des éléments du caractère et essayer de réduire le masque social, la personnalité qu'on extrait à l'extérieur, mais pour lequel on n'est pas aligné avec ce qu'on vibre. Donc oui, on a une identité à l'enfance qui se construit avec l'âge, elle n'est pas figée. Il y a une source, ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont plutôt vives, plutôt émotionnelles, d'autres qui sont un peu plus rationnelles. Tout ça, ça se construit avec le temps. Et le plus gros challenge de chaque personne, que ce soit un entrepreneur, mais tout être humain, c'est de faire en sorte d'aligner son personnage social à la personne qu'on est réellement. D'accord. Je voulais passer une autre question, mais je vais rebondir sur une partie. Le personnage social. C'est la première fois que j'entends ce terme et je trouve qu'il est puissant. Il est extrêmement puissant
Mais à quel moment se bâtit justement ce personnage social? Au fur et à mesure du temps. Alors, un enfant construit son caractère entre 3 et 7 ans. Et donc, d'ailleurs, c'est souvent à 7 ans qu'il est plutôt bien figé et que là, il va évoluer, mais au gré de ses expériences et non pas de l'éducation. De 3 à 7 ans, l'enfant, quand il commence à se découvrir, à entendre la parole, à entendre les mots et ainsi de suite, il va commencer à réagir et à voir comment le monde extérieur réagit par rapport à ce qu'il fait. Et il pourrait être, par exemple, hyper téméraire, mais il se rend compte qu'à chaque fois qu'il veut être téméraire, eh bien, maman et papa, ouh, non, donc il sent la colère chez maman ou la peur chez maman et papa quand il veut être téméraire, donc il devient calme. Et donc, quand il devient calme, il se rend compte que papa et maman sont sereins, tout va bien. Or, à la base, son caractère est téméraire. Ok. Et donc, si en fait, les parents, jusqu'à 7 ans, ne l'ont pas laissé un peu s'exprimer, expérimenter, ce qui est difficile en tant que parent, on surprotège nos gamins, mais de le laisser faire et de prendre un peu ces risques d'enfant, de toucher à tout et donc de développer son réel caractère, le risque, et c'est la majorité d'entre nous d'ailleurs, va commencer à développer ce qu'on appelle un personnage social, celui qui fait du bien aux autres en fait, celui qui fait qu'on va m'aimer comme ça. Et puis, on va continuer à grandir comme ça parce qu'on va se découvrir à l'école, puis il y a des copains, des copines. Ah, je sais que ça marche avec ce genre de personnes, donc je vais transformer ma personnalité pour qu'on m'aime. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est qu'on s'aime, c'est qu'on nous aime. D'accord. C'est intéressant parce que du coup, ça nous permet aussi de faire le lien par rapport quand on arrive dans une entreprise, on fait toujours une bonne figure, j'ai envie de dire, toujours en sorte que tout le monde nous voit bien et tout. Et il y a ceux justement qui ont déjà identifié ou qui ont toujours gardé leur caractère, qu'importe ce qu'ils se disaient, qui sont considérés comme rebelles. C'est pour ça que moi, le mot rebelle, je ne le vois pas comme négatif. Au contraire, c'est pas du tout négatif d'être dit rebelle parce qu'au final, dans ce que Gonel vient de nous expliquer, il y a ceux qui ont leur personnage social et qui veulent plaire à tout le monde et qui veulent satisfaire tout le monde. Et il y a ceux qui ont gardé leur personnalité. Et je pense que c'est très difficile de garder sa personnalité, surtout quand on est rejeté ou considéré comme rebelle. Et à un moment, est-ce qu'on plie les genoux et on se dit, c'est bon, je préfère être aimé de tout le monde. En fait, quelque part, le personnage social vient de la pression de la société. De la société qui amène. Alors, ça peut l'être jusqu'à ce que certains arrivent à très bien, on utilise tous à un moment donné notre personnage social pour obtenir quelque chose. Yes. Quoi qu'il arrive dans la vie, on l'utilise tous. Mais il y a ceux qui l'ont naturellement au quotidien et qui en jouent, mais qui sont malheureux à l'intérieur. Exact. C'est là où c'est critique. C'est que quand on ne sait pas s'en détacher, ce personnage social, et que du coup, on en souffre, on vit avec un masque. Ça, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver. Et il y en a beaucoup qui en souffrent, ce qui fait que il peut y avoir des grosses dépressions. Moi, dans le monde, dans l'entreprise, j'en voyais qui étaient malheureux, mais il fallait qu'ils aient un travail. Mais en fait, c'est pas il faut avoir un travail, c'est tu dois choisir celui qui te correspond. C'est pas il faut un travail. Je vais pas rester là 40 ans, 30 ans, 20 ans dans le même métier en étant malheureux parce que ça fait plaisir à la famille ou parce que le mari est un tel ou parce que on m'a toujours dit qu'il faut que je travaille dans une très grosse entreprise. Donc, comme je suis dans une très grosse entreprise, j'y reste, mais en fait, je suis malheureux. C'est autant d'éléments. C'est très intéressant et il y a quelqu'un qui vient de le notifier. C'est très intéressant, je confirme. Sachant qu'on est dans Afro Women Business, je pense qu'on va revenir sur le personnage social plus tard, notamment sur la société africaine. Alors, je sais que vous avez des origines, mais je ne sais pas. Métisse ivoirienne, et je rajoute toujours bretonne, puisque je suis quand même aussi française. Donc, on reviendra dessus, parce que je pense que vous avez quand même la connaissance de la culture ivoirienne, de comment les femmes sont vues dans la société et tout ça, et je suis sûre à 100% que beaucoup de femmes africaines ont justement ce personnage social-là, qu'il faut réussir à casser les cloisons. Et ce soir, c'est justement l'occasion, en fait. Et je pense que c'est un message très fort. Et ce sera l'extrait de la publication. On parlera du personnage social et comment casser cette cloison pour que la femme puisse s'émanciper et justement, alors, vraiment se recadrer se réaligner avec sa vraie personnalité et oser. D'où le nom de la société, oser devenir. Alors, exactement.
Je vais rester sur personnage social, mais là, on va plutôt parler des personnalités parce que par rapport à vous, votre activité, votre personnalité et votre activité, vous rencontrez beaucoup de personnages sociaux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vous avez la notion du terme personnage social, donc vous avez, je pense, la capacité de vous maîtriser quand vous êtes face à une personne qui, voilà. Ah ben, de toute manière, c'est pas qu'une question de capacité. J'ai pour obligation de me maîtriser dans mon métier. Le rôle de coach, je dois rester neutre. Mais ne pas ni être touché émotionnellement parlant, ni faire de transfert quand quelque chose me parle parce que ça a pu me concerner dans ma vie. C'est aussi tout le travail d'un coach. C'est de rester vraiment très neutre pour être à 100% pour l'autre. D'accord. Mais du coup, comment vous y arrivez? Parce que, alors, pour la petite anecdote, mes amis me disent, j'ai pas besoin de parler. Il suffit que je regarde et les gens comprennent ce que je ressens. Bon, c'est malheureux pour moi, j'ai envie de dire. Mais voilà. Mais du coup, en tant que coach, il faut rester neutre et vous arrivez à rester neutre malgré les différents profils que vous rencontrez. Ouais. Est-ce qu'il y a un profil, est-ce qu'on peut avoir un témoignage où il y a un profil qui a été plus ou moins complexe pour vous? Comment vous avez pu le gérer? Alors complexe, je dirais pas complexe, mais j'ai eu un profil, une femme que j'ai accompagnée, plutôt justement à ce moment-là, c'était plutôt en coaching de vie, c'était au démarrage, donc j'avais pas encore trop ciblé mon côté entrepreneuriat. J'étais dans mes premiers accompagnements réels, en tout cas officiels, et c'est une personne qui venait elle à la base pour justement, elle s'était perdue. Et donc, c'était vraiment sa plus grosse problématique, c'était d'arriver à se retrouver. Elle sentait que plus rien n'allait dans sa vie. Il y avait eu beaucoup de transformations. Et donc, tout le sujet, c'était de revenir sur qui tu es aujourd'hui maintenant avec tout ce que tu as vécu et où tu veux aller. Et ce qui a été très fort pour moi, c'est qu'en fait, dans son parcours de vie, il y avait beaucoup de similitudes avec le mien. Et donc, c'était un travail à chaque accompagnement d'arriver à rester de son côté et de ne pas faire de transfert du mien. Parce que des fois, émotionnellement, ça aurait pu vraiment me travailler. Parce que c'est comme si on a un peu l'effet miroir. Or, l'objectif, c'est pas du tout que je fasse de transfert parce que mon expérience n'est pas la sienne, son expérience n'est pas la mienne. Mais c'est parfois toute la difficulté. Pour moi, c'est un travail de préparation avant chaque accompagnement. C'est à la fois je respire, je médite, je me recentre sur la personne. Voilà, je la visualise pour qu'il n'y ait que elle qui compte. Voilà. Et donc, c'est pas moi le sujet, c'est vraiment elle le sujet. Elle vient et enfin la personne, il y en a que pour elle. Et puis, pour découvrir ce masque social, ce personnage, je pense que le plus bel outil qu'on a tous, c'est l'écoute. C'est important. Et en fait, très peu de personnes écoutent. Et donc, tout le sujet, c'est de questionner et d'écouter réellement ce que la personne dit. Le choix des mots, l'intonation, visuellement, en fait, la posture de son corps, où elle regarde, est-ce qu'elle est avec moi, est-ce qu'elle regarde ailleurs, est-ce qu'elle est gênée, est-ce qu'elle n'est pas gênée, le timbre de la voix. C'est tous ces éléments-là que je vais prendre en compte pour aller gratter. Parce que du coup, c'est ce qui me permet, derrière les mots, parfois d'entendre autre chose. C'est intéressant, c'est extrêmement intéressant. Du coup, je vais juste lire le commentaire de Yolanda qui dit « Le personnage social veut que les gens se comportent d'une certaine façon selon la norme imposée par la société, je pense, si je ne me trompe pas. » Est-ce que c'est vrai? Le personnage social, c'est celui que nous, on décide de se construire. Voilà, c'est vraiment ça. C'est quand on arrive dans le monde enfant, mais après ado, à l'école, au collège, au lycée, on arrive un peu dans la fosse au lion. Et on se dit, oula, il faut que je sois appréciée parce que l'être humain ne peut pas vivre seul. Il a besoin d'être entouré. Donc, il va tout faire pour être entouré. Et que quand il ne sait pas qui il est, quelles sont ses vraies valeurs, il ne va pas savoir sélectionner. Pour certains, ils vont vouloir être aimés par tout le monde, ce qui n'est pas possible. Pour d'autres, ont cette facilité à jouer avec leur personnage social, c'est-à-dire je te montre peut-être pas toutes mes émotions, mais par contre, je sais qui je suis. Donc voilà. Et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Qui fait qu'ils peuvent faire le roseau, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Ah tiens, eux ils pensent comme ça, moi aussi je pense comme ça. Non. Parce qu'en fait, en réalité, tu ne le penses pas, sauf qu'à force de se le dire. Le problème, c'est comment on se construit, c'est que
plus on répète quelque chose, plus on pense à la même chose tout le temps, on le fixe dans notre caractère. Mais il y a un moment donné, ça pète, parce qu'on n'est plus en concordance. On va se retrouver à un moment donné dans notre vie face à une expérience qui fait qu'on va se dire « Pourquoi j'arrive plus à gérer ?» Parce qu'en fait, pendant très longtemps, tu n'as pas été aligné. Je prends souvent le cas des femmes qui élèvent leurs enfants, mais qui le font parce que voilà, il faut élever leurs enfants, elles ont envie de passer du temps avec eux et ainsi de suite, mais elles avaient des rêves de carrière avant. Et elles ont mis ça de côté, elles ont mis ça sous le chapeau pendant longtemps, voilà, en disant ça passera. Puis à un moment donné, ça passe plus. Ouais. Parce qu'en fait, le rêve, il était quand même là, caché. Les enfants pris de la place, sont venus camoufler ça pendant longtemps. Ça l'a satisfaite, mais plus ils ont grandi, plus ils ont commencé à partir, et plus le rêve est revenu. Et ça fait mal. Parce que quand on le met de côté et qu'on se dit pas, qu'on le prépare pas en se disant, bah là je fixe en me disant pour les 5-10 prochaines années, je m'occupe de mes enfants, mais en même temps je continue à regarder mon plan de carrière, à me nourrir, ainsi de suite, avec l'objectif de repartir. Si on n'assume pas ça dès le départ, eh ben on en souffre 20 ans après. Totalement, totalement. Donc c'est vraiment, donc ce que disait Yolande, oui, il y a la société, parce qu'on a envie d'être accepté par la société. Donc, quelque part, la société dit quelque chose, il va falloir que je rentre dans ce moule, et donc moi, je vais me construire. Mais le personnage social, c'est moi qui le construis. Ok. En fait, on s'impose nous-mêmes des conditions qui font qu'on va devenir un personnage social. Le personnage social qu'on veut. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, on a le choix de tout. C'est ce qui est très compliqué pour certains à entendre, mais c'est une réalité. Quand on suit un mouvement pour X ou Y raison, c'est nous qui avons pris cette décision de le faire. Personne d'autre. Exact. Exact. Et du coup, si on fait le calque du personnage social à un entrepreneur qui ne connaît pas son identité, qui pense que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il est, et c'est ce qui va l'amener à sa réussite, mais qu'en réalité, il est juste dans son personnage social. Est-ce que cet entrepreneur-là est amené à subsister, à faire pérenniser son entreprise? Il pourra, sûrement dans la difficulté parfois et dans la douleur. Il n'y a rien d'impossible. Hein. Donc, quand on a su jouer avec toute notre vie, tant qu'on ne se retrouve pas confronté à quelque chose de très douloureux, en tout cas de manière vibratoire à l'intérieur, certains arrivent très bien à fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être heureux, par contre. C'est ça. Ils peuvent avoir une entreprise qui prospère, mais d'avancer chaque jour sans réellement connaître l'épanouissement. Et c'est là où c'est plus dangereux. C'est que comment tu vas vieillir? Comment tu finiras ta vie? Peut-être que tu auras plein d'argent, tu auras une super entreprise qui aura prospéré parce que tu auras été suffisamment stratégique, tu auras su quand même t'entourer de très belles personnes pour le faire avec toi et ainsi de suite. C'est super. Mais moi, en fait, tout mon job, c'est de faire en sorte que les personnes soient épanouies dans ce qu'elles font. Totalement. Arrivent à se relever face à l'adversité, parce qu'un entrepreneur, c'est le parcours, voilà, hein, c'est les montagnes russes, c'est russe, et quand on est au creux de la vague, d'arriver à remonter parce qu'on sait pourquoi on s'était lancé dedans. Et on connaissait les valeurs qu'on y mettait dedans. Et on savait où on allait envie d'aller et avec quoi on allait. Très intéressant. Yolanda dit merci pour la réponse et elle rajoute c'est un masque qu'on porte. Oui, en effet, c'est ça. C'est vraiment un masque, on est masqué. Et surtout, pour un entrepreneur, je pense que c'est le plus dangereux parce que du coup, s'il est lui-même dans son personnage social, est-ce qu'il n'est pas amené à faire le mauvais choix dans ses choix d'entreprise, trouver sa clientèle, axer son business et encore pire, s'il embauche des salariés, comment faire? Comment est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il va se retrouver parfois avec certaines problématiques de cohérence dans certaines situations. Encore une fois de plus, il y en a qui arrivent très bien à jouer avec, hein, et qui pourront construire une belle société, arriver à attirer des clients. Et je reviens dessus, ne veut pas dire qu'ils seront épanouis. Exact. Encore une fois de plus. Après, pour garder des collaborateurs, ça devient compliqué parce que faut savoir être authentique. Hein, et il y en a qui arrivent à reconnaître quand quelqu'un n'est pas authentique. Et quand on a un masque social, on peut avoir des personnes dans notre équipe qui voient ce masque social. Voilà. Et donc, qui peuvent jouer avec nous sur ce sujet. Mais moi, c'est vraiment au-delà de du mot entrepreneur en soi. Moi, je parle du principe que chaque personne
quand elles créent quelque chose, quand elles entreprennent. Enfin, pour moi, mon sujet à moi et mon envie, et en tout cas mon besoin, c'est de faire en sorte qu'ils y aillent avec le cœur, avec les tripes, avec le fond d'eux-mêmes, et qui donnent tout. Mais parce qu'entreprendre, c'est contribuer à quelque chose. Bien sûr, important. Or, notre contribution au monde, elle est unique. Elle nous appartient, mais pour ça, il faut qu'elle soit authentique. C'est très important. Mais du coup, je vais poser la dernière question sur ce sujet-là. Est-ce qu'il est important de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en ayant ce masque social? Est-ce que c'est mieux de se lancer en ayant ce masque-là et de se découvrir plus tard, ou d'abord se découvrir et ensuite, si on sait que c'est ce qu'on veut, se lancer? Moi, je pense que pour toute personne, quelle qu'elle soit, et surtout pour un entrepreneur qui se lance, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur soi. Pour moi, ça, encore une fois de plus, hein, l'entrepreneuriat, c'est 80% d'état d'esprit, 20% de stratégie. C'est quand même 80% d'état d'esprit. Ça veut dire que ça mérite quand même que quand on se lance dans du business, qu'on a intérêt de s'aligner à ce qu'on fait. C'est ce que je disais, moi, quand je me suis lancée dans le coaching, j'ai refait une formation pour me réaligner à cette posture de coach et plus à la posture du salarié avant et ainsi de suite. Et puis surtout, me réaligner pour ma nouvelle trajectoire, ma nouvelle mission de vie. Un entrepreneur, il prend une nouvelle mission dans sa vie. Il faut qu'il y aille avec un bagage qui lui appartient, des ressources personnelles. Et donc, c'est important d'aller les réidentifier. Ses valeurs, mais au-delà des valeurs, c'est pourquoi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. À quoi j'ai envie de contribuer? Je peux avoir la plus belle des solutions, la plus belle offre, le plus beau produit, mais si je ne sais pas pourquoi je le fais, et qui j'avais envie d'aider, et pourquoi j'avais envie de les aider, et quelles valeurs j'avais envie d'y mettre dedans, il y a un moment donné, ça fera couac. C'est ça. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40, tant mieux pour ceux-là. Voilà. Et je leur souhaite, je souhaite de mal à personne, vraiment. Tant mieux pour ceux qui arrivent à jouer dedans. Mais pour une grande partie, aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et puis qui ferment en moins de 2 ans. Oui. Mais je suis persuadée qu'une bonne majorité est liée au fait qu'ils ne savaient pas pourquoi ils le faisaient. C'est intéressant ce que vous avez dit, et il faut le rappeler, l'entrepreneuriat, c'est vraiment vouloir contribuer. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils n'ont même pas la notion de ce que veut dire déjà entrepreneuriat, et ils n'ont pas la notion de contribuer. Pour eux, je veux juste avoir une liberté financière. C'est ce qu'ils disent. Je veux acquérir une liberté financière. Tout à l'heure encore, je le relisais sur un post. Tu veux acquérir une liberté financière, tape info et je te donnerai... C'est totalement débile. Autant le dire, c'est totalement débile. Un entrepreneur, je pense que c'est le plus grand prisonnier financier. Exactement. Il y a d'autres moyens, en fait, d'avoir une liberté financière. Ouais. Déjà, à commencer par travailler avec soi-même sur son rapport à l'argent. Exactement. C'est un bon conseil. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Mais voilà, c'est totalement débile de croire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est libre financièrement. C'est faux. On est les plus grands prisonniers des finances. Parce que au départ, c'est des montagnes russes, parce qu'une fois qu'on a réussi à empocher une certaine somme, on va réinvestir. Voilà, on réinvestit, on essaie d'être linéaire, on essaie de... Donc non, on n'est pas libre financièrement. Heureusement que je ne me suis pas lancée pour ça, sinon j'aurais fermé au bout. Comme beaucoup au début. Et en même temps, c'est aussi le plus beau voyage de l'entrepreneur. Ce serait tellement facile si on gagnait de l'argent tout de suite. Qu'est-ce qu'on ferait? Et après? Si ça marchait tout de suite, qu'est-ce qu'on ferait? C'est vrai. C'est vrai. Ouais, j'espère que le message est passé. C'est tellement intéressant que j'oublie les bonnes manières, en fait. La règle de Afro Woman Business et de tous les lives, c'est de liker, de partager et de poser vos questions. Bon, je sais que vous posez vos questions, mais voilà, c'est très, très, très intéressant. On va rester sur le personnage social. Je pense que c'est le mot-clé de la soirée qui a décanté un peu toutes les questions qu'on pouvait avoir autour de l'entrepreneuriat, autour des femmes afro. Parce que là, on arrive sur la culture. Donc, vous êtes franco-ivoirienne, bretonne, on précise. Ah oui, c'est un territoire, la Bretagne, attention. Donc... Moi, je suis franco-ivoirienne, normande.
On est voisines, voilà. À chaque fois que je dis je suis normande, les gens rigolent. Mais non, mais sérieusement, je suis normande, je suis née à Rouen, les gars. Donc, il faut l'accepter. Donc voilà, franco-ivoirienne bretonne. Et je suppose que vous avez déjà la connaissance des deux cultures. Oui, alors moi j'ai quand même eu la connaissance surtout de la culture bretonne pendant très longtemps et la culture ivoirienne me paraissait très loin. J'y suis allée pour la première fois à l'adolescence, mais c'est vrai qu'on n'a pas été baigné dedans parce que quand mon père est arrivé en France, bah, lui il a voulu absolument s'intégrer, donc il s'est européanisé directement et qu'en fait bah, ça a pris très peu de place la culture ivoirienne à la maison. Même si on savait qu'il y avait la Côte d'Ivoire, qu'il avait sa famille là-bas, voilà, on n'était pas non plus complètement exclus de tout ça, mais on n'était pas baigné dedans et on a commencé à l'être au moment de l'adolescence, mais j'y suis pas allée beaucoup dans ma vie. Ok. Et puis un jour, il y a eu ce besoin qui est arrivé parce que quand on parle de personnage social, je l'ai porté moi aussi pendant des années. Hein, c'est à être donc du coup, j'étais très timide, je parlais pas beaucoup et puis en plus, bah, moi je voyais des choses, je ressentais des choses et puis ça faisait pas bien de le dire, donc du coup je le disais pas et qu'à un moment donné, il m'a fallu comprendre d'où ça venait tout ça. Et donc d'aller chercher dans mes origines, mais celles que je maîtrisais moins, et qui était du coup la Côte d'Ivoire. Et donc c'est comme ça que j'y suis revenue pour me rapprocher de mes racines, mes ressources, et de comprendre que mon identité, elle était aussi là-bas. Important. Important, c'est intéressant parce que du coup, aujourd'hui vous êtes coach mindset. Est-ce que déjà à l'ouverture de l'entreprise, au niveau culturellement parlant, au niveau de la famille, est-ce que ça a été accepté? Est-ce qu'on vous a pas dit mais il y a 1 milliard de coachs, pourquoi tu veux faire coach? Est-ce que par rapport à cette rencontre avec vous-même, si je peux me permettre de dire ça comme ça, mais cette rencontre avec vous-même en Côte d'Ivoire et ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que les femmes en ont besoin, surtout la femme africaine, et comment et pourquoi elles devraient en avoir besoin? Mais moi, d'ailleurs, c'est ma vision du monde. Moi, je rêve d'un monde où tout le monde se connaît, se reconnaît, s'aime et aime les autres. Et pour ça, ça passe par se rencontrer. Et pour moi, c'est vraiment, je souhaite à tout le monde de pouvoir un jour réellement se rencontrer. Et je ne parle pas de l'ego, je parle de l'âme, se rencontrer réellement. C'est pourquoi je suis là, quel est mon chemin de vie. Mais mon chemin de vie, il est commencé derrière, dans une précédente vie, et ainsi de suite. Et donc, c'est d'arriver à comprendre tout ça. Moi, pour ma part, je suis passée par de la thérapie pour découvrir tout ça, du coaching, et ainsi de suite, avant d'arriver à mettre mes pieds en Côte d'Ivoire. Donc oui, je conseille à toutes ces femmes, parce qu'en plus, c'est la transmission. Moi, je retransmets à mon fils. Et chaque femme va pouvoir retransmettre à un moment donné sa découverte sur elle-même. Ça permet à chacun d'être un peu plus libre sur ce sujet. Parce que c'est pas tabou en fait. Ça le devient, mais en fait, ça devrait pas être tabou. On devrait tous pouvoir s'exprimer sur qui on est réellement. Exactement. Mais c'est vrai que ça c'est tabou en soi parce que surtout en Afrique, comment? La société. Voilà. Et surtout la société africaine, de se dire une femme ne peut pas parler devant tout le monde, ne peut pas dire à son mari certaines choses, une femme ne peut pas être chef d'entreprise parce que au final, qui va s'occuper des enfants? Tout ça, en fait que toutes les femmes africaines ont ce masque social. Et je pense que le masque social que nous Africaines, nous portons, pour beaucoup, ça vient aussi de cette partie esclavage et compagnie, parce que on a pour beaucoup le sentiment d'infériorité. On ne veut pas porter nos cheveux, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, concrètement, par rapport à cette analyse-là, du masque social, et selon votre vision de l'Afrique, de la femme africaine et dans l'entrepreneuriat surtout, qu'est-ce qui ferait ou qu'est-ce qui pourrait encourager la femme africaine à se dire « Ok, il faut que j'assume d'être moi et que je n'ai pas honte en fait d'être moi et de me lancer ». Eh bien, si c'est pas pour elle-même, j'ai envie de dire pour ses enfants.
parce qu'on retransmet. Et donc, ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas réglé pour moi-même et avec moi-même, je vais le retransmettre à mes enfants. Donc, ce que j'ai vécu, si à un moment donné, je vis dans la souffrance, la douleur et de manière très cachée, que je suis pas épanouie, je vais donner la même chose à mes enfants. Donc, si je le fais pas pour moi, au moins le faire pour ses enfants. Et pour les lignées d'après, et ainsi de suite. Parce qu'on ne fait que redonner en plus. Si j'apprends sur moi-même, je permets à mon enfant d'apprendre sur lui, et ainsi de suite, et donc à être plus épanoui, plus ouvert, à développer un peu plus, qui lui-même, quand il aura des enfants, développera un peu plus. Et pour moi, c'est rendre le monde meilleur, ça. Moi, je sais que tout le travail que j'ai fait sur moi pendant des années, sur ma découverte de moi-même, c'était pour rendre mon fils aussi plus libre. Et autoriser autant à mes sœurs et ainsi de suite. En fait, c'était pas que moi, c'était vraiment du gagnant-gagnant familial. D'accord. C'est intéressant et c'est important de pouvoir aussi analyser ça comme ça en se disant que ce qu'on fait, si on ne le fait pas pour nous-mêmes, il faut qu'on le fasse pour ceux qui vont venir après nous, les générations d'après, parce qu'au final, si on arrive à débloquer, enlever ce masque social, est-ce qu'on l'enlève le masque social? Non, on peut jouer avec. Okay. Donc, après, certains arrivent à ne pas l'avoir. Il y en a qui sont 100% authentiques. Le masque social, certains, pour une majorité, vont le garder, mais encore une fois de plus, pour des moments bien précis. Quand je sais pas, on va aller chercher une clientèle bien spécifique, il y a des fois, on va devoir en jouer. C'est pas spécialement nous, mais il va falloir qu'on en joue. Donc, à un moment donné, il revient, ce masque. L'objectif, c'est que dans la majorité de ma vie, il n'y soit pas. C'est ça. D'accord. Donc, on a le masque, mais il faut pouvoir en jouer plutôt que de l'avoir toute sa vie. Il faut savoir que je décide de le mettre, de mettre ma casquette, parce que pour une raison bien précise. Mais d'être honnête, authentique, entier, avec tout le monde après. D'accord. C'est intéressant. Donc, le masque social, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit garder en soi. C'est pas une mauvaise chose, mais il faut pouvoir le maîtriser. Il faut pouvoir le maîtriser. Ok. Eh ben, je vais apprendre à maîtriser mon masque social. Enfin, au moins à l'avoir. Au moins à l'avoir au bon moment, parce que c'est compliqué. Mais on l'a tous. Maintenant, voilà, faut vraiment savoir jouer avec. Il faut savoir surtout savoir qui on est derrière ce masque. C'est important. C'est important. Du coup, donc toutes ces femmes qui nous regardent, le conseil de la coach, c'est vraiment déjà savoir qui vous êtes. C'est important de pouvoir vous identifier, savoir qui vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller. Ne pas avoir peur d'assumer qui vous êtes, parce que il y a aussi cette peur d'assumer qui on est et de peut-être potentiellement décevoir, mais de garder ce masque social-là parce que vous en aurez besoin à des moments de votre vie. Est-ce que je peux rebondir sur la partie où vous êtes parti en Côte d'Ivoire, vous avez fait la rencontre avec vous-même? Est-ce qu'il y a un témoignage? Est-ce que par rapport à la création de Oser devenir et cette rencontre avec vous-même en Côte d'Ivoire, il y a un lien, il y a un témoignage qui fait que vous vous êtes dit, c'est ça? Je ne suis pas devenue coach pour rien. C'est tout le cheminement de ces dernières années. J'avais clairement un appel plus fort que moi. J'ai eu, comme je dis, j'ai eu un parcours professionnel très business dans le monde de l'entreprise et pourtant, j'avais toujours ce sentiment de ne pas vraiment être à ma place. Je savais bien faire, j'étais entourée de très bonnes personnes. Voilà, je n'avais rien à reprocher à mon environnement, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place. Et puis, j'ai eu besoin de comprendre, mais pourquoi je ressens ça depuis tellement longtemps, que ce soit en ami, en famille, peu importe, j'ai toujours l'impression de capter des choses, donc d'être un peu dans un monde parallèle et en même temps d'avoir toujours le sentiment de ne pas être à ma place. Et puis, plus j'ai creusé, je suis allée avec mon père en Côte d'Ivoire et que j'ai creusé un peu d'où on venait, la famille, et ainsi de suite, j'ai eu plein de réponses. Oui, je suis issue d'une tribu de guerriers guérisseurs. Donc déjà, ce côté accompagnement, bien-être, connexion aux gens, il était quand même là ancré depuis très longtemps. Mais sans y mettre un mot dessus parce que je ne savais pas en fait. Donc d'un coup, ça m'a libérée de me dire en fait, je ne suis pas folle. C'est juste qu'en fait, je récupère transmission, les gènes de la famille, des ancêtres et que c'est normal. Voilà, ma sœur est esthéticienne, donc elle est dans le bien-être, elle est dans la guérison à travers les mains. On avait tous un petit peu ça en fait autour de nous. Et d'un coup, d'avoir ces réponses,
ça m'a mis un vrai soulagement à me dire, mais en fait, ton métier, il est là. Tu as besoin d'aller aider les autres. C'est plus fort que toi. Arrête. Et en fait, j'ai commencé à faire mon chemin vers le coaching dès lors où j'ai refait un petit tour chez moi en Côte d'Ivoire et que j'ai été sur la tombe de mon grand-père que j'ai vu qu'une fois dans ma vie, mais un vrai appel. Un vrai appel. Et puis ce sentiment, une fois que j'étais là, sur cette terre, de me dire, ouais, en fait, c'est comme si j'avais toujours connu cette terre. Alors qu'au village, j'avais jamais été. Hein, donc, Ouais. Mais c'est hyper passionnant, en fait, parce que clairement, là, le message au travers du témoignage, c'est il y a la transmission qui se fait. Nous sommes des êtres humains, donc on se transmet quelque chose. En tant qu'entrepreneur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a cette obligation de contribution. Donc, on va aussi transmettre quelque chose, que ce soit à nos clients, parce qu'on va transmettre nos valeurs au travers de notre travail. Donc, que ce soit auprès de nos clients, de nos salariés, on transmet. Donc, la base des bases, et maintenant, je comprends beaucoup mieux l'intérêt de Oser Devenir et pourquoi le coaching par la source, c'est que la base des bases, c'est la source. Si un entrepreneur n'a pas sa source fixe et stable, même si pour certains, ils réussissent, ils excellent avec leur base bancale, mais le plus important, c'est d'avoir cette base fixe et stable pour pouvoir mieux transmettre ce qu'on veut déjà nous apporter à nos clients, mais aussi ce qu'on veut apporter à nos salariés. Ça me fait penser nos clients internes. Voilà, exactement. Ça me fait penser à un post que j'avais lu à un moment déjà, qui disait que les salariés ne quittent pas les entreprises, ils quittent les mauvais managers. Que ça, c'est vrai? Oui et non. Ça, j'y crois pas non plus. Un salarié, il quitte des valeurs sur lesquelles il n'est pas aligné, même s'il ne met pas spécialement les mots dessus. Donc, parfois, c'est l'entreprise qui quitte et parfois, c'est aussi un mauvais manager. Mais encore, au bout du bout, ça reste un alignement de valeurs de l'entreprise parce que le manager est censé porter les valeurs de l'entreprise. Donc, un salarié, quand il décide de partir, c'est juste qu'il il se sent plus à sa place là où il est. Il n'est plus en cohérence avec ce qui se passe et donc, il faut qu'il parte. Donc, on va y mettre ça sous le chapeau de l'entreprise. Mais dans l'entreprise, il y a le DG, mais nous, ce n'est pas le DG qu'on a, c'est le manager, -1, -2, -3. Et c'est celui-là qu'on a face à nous, qui, lui, va faire que retransmettre les directives de là-haut. Est-ce qu'elles sont retransmises de la même manière? Ça, tout dépend. Moi, après, c'est une question de perception, hein, mais quand on sait qui on est, on est authentique au quotidien, qu'on n'a pas honte, qu'on n'a pas peur de dire les choses, il y a une manière de dire les choses, mais qu'on dit toujours ce qu'on pense, avec une manière et ainsi de suite. Pour ma part, j'ai eu un parcours professionnel où j'étais pas toujours en accord avec le monde de l'entreprise sur certaines choses, et pourtant, je comprenais parfois les décisions de mon manager, et donc c'était OK. Et donc, ça s'est toujours très bien passé avec tous mes managers. Pourtant, j'étais pas toujours en phase avec eux surtout. Mais je pouvais comprendre à la fois leur position et en même temps, c'est pas toujours à l'entreprise de donner. Hein. Ça va dans les deux sens. Hein. Je parle beaucoup de gagnant-gagnant. C'est pas perdant-gagnant, gagnant-perdant, c'est gagnant-gagnant. Je te donne et tu me donnes. Ça va dans les deux sens. Totalement. Quand les salariés partent, premièrement, c'est leur décision. Ils mettent sous le chapeau de l'entreprise et dans l'entreprise, ils peuvent avoir les règles, les horaires, les objectifs, le salaire, le manager, peu importe. Et bien là, ça casse tout un mythe, justement. Donc, le salarié ne part pas à cause du mauvais manager, mais plutôt par rapport à la transmission de valeurs, de culture qui est faite dans l'entreprise en général, qui ne sont pas forcément alignées avec les siennes. Et du coup, c'est sa décision de se dire, voilà. Mais cela aussi a une importance de le notifier, c'est que vous pouvez ne pas être en accord avec les valeurs qui sont transmises dans l'entreprise, tout en étant en accord et en bon terme avec tout le monde. Parce qu'on a souvent des personnes... Et après, il ne faut pas se leurrer, il y a des mauvais managers, mais encore une fois de plus, c'est à l'entreprise de piloter ce manager. Donc, si l'entreprise a fait le choix de ce manager, c'est qu'à un moment donné, il y a une cohérence de valeur entre l'entreprise et le manager, ou pas. Il y a un manque d'accompagnement. Donc, parfois, il y a certains salariés qui partent à cause du manager. Mais quoi qu'il arrive, l'entreprise a une responsabilité, ça aussi. D'accord. Du coup, j'aimerais juste donner un petit conseil à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat.
Alors, bien évidemment, Gwenaëlle est là pour vous servir, donc osez devenir. Et il faudra nous dire comment vous contacter, comment les gens pourront vous contacter. Est-ce que les gens qui vous contactent sont que en France ou pas? Non. Je travaille principalement en visio, donc c'est vrai que la part du digital pour moi, en tout cas du visio, elle est à 95%. Je fais un peu de physique, mais c'est vrai que je travaille majoritairement, donc du coup, un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, vous pouvez contacter Gwenaëlle pour en savoir plus. Et mon conseil, c'est vraiment, avant de vous lancer, prenez le temps de réécouter le live, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de conseils, énormément de conseils, énormément de bases de réflexion, parce que beaucoup quittent leur entreprise en se disant, c'est parce que je m'entends jamais avec mes managers. Il y a peut-être un souci des deux côtés. Il y a un souci des deux côtés. Donc, voilà. Prenez vraiment le temps. Une part de responsabilité dans tout. Exactement. Donc, vraiment, prenez le temps de réécouter le live, que ce soit en live ou en podcast. Prenez le temps de le réécouter, d'analyser tout ce que Gwenaëlle a dit et de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce que vous risquerez de ne pas vous entendre avec vous-même aussi. Donc, ça va être compliqué. C'était tellement intéressant que j'en ai un peu perdu le fil conducteur, mais c'est pas grave. On va passer sur la dernière question qui est dans le digital pour le coup. Donc, vous avez des visios et du physique, mais au-delà de ça, comment vous faites pour communiquer sur le digital? Comment vous faites pour vous imposer avec cette masse importante de coachs? Pour m'imposer, on prend sa place. Alors, moi, c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux, à la fois Facebook, au travers des groupes, j'échange avec des personnes, mais c'est pas spécialement là que je recrute pour le coup. Okay. Ça me permet, enfin, moi, c'est un petit peu un terrain de jeu pour comprendre les problématiques des uns et des autres, et donc pour me permettre, moi aussi, de me renouveler à chaque fois, parce que il n'y a pas que ma vision, c'est important aussi de proposer une offre qui est cohérente avec les besoins du marché. Je suis beaucoup sur Instagram. Et moi, c'est beaucoup fait de bouche à oreille. D'accord. En fait. Donc, ma clientèle, elle arrive beaucoup de bouche à oreille, je connais quelqu'un qui a vu quelque chose, quelqu'un, et ainsi de suite. Mais j'en ai pas mal qui sont arrivés par Instagram ou par LinkedIn, mais très peu, parce que finalement, j'y suis très peu. Je suis plutôt sur Instagram. D'accord. Voilà. Okay. Du coup, je vais, moi, prendre le temps, comme j'ai dit dans la saison 2, je prends le temps de donner quelques notions de coaching par rapport aux activités. Donc, par rapport à tout ce qui est coaching, justement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup et ça fait pas mal il y a pas mal d'interactions par rapport à ces coachs-là et leur communauté. Alors, ce qui est intéressant dans le coaching, c'est qu'on peut faire des lives. Des lives, même si c'est des courts lives ou si c'est des courtes vidéos qui vont parler de thématiques, ça va aider parce que les réseaux sociaux, pour beaucoup, ont des robots qui vont, en fonction de la rythmique de publication, vont pousser ou pas la marque de l'entreprise. Il y a Facebook qui le fait, LinkedIn le fait. LinkedIn, il y a même un système qui va vous donner des notes par rapport à votre capacité à vendre votre marque. Donc voilà. Alors, c'est intéressant quand on est dans le coaching de pouvoir faire des vidéos. La vidéo fonctionne très bien, les gens écoutent énormément. Donc, tous ceux qui sont dans le coaching, n'hésitez pas à faire des vidéos, que ce soit des courtes vidéos ou des longues vidéos ou des lives. On n'est pas obligé de faire des lives tout le temps. On peut faire des lives une fois par semaine avec une thématique qui aura été étudiée toute la semaine. Ça permet à la communauté de vraiment mieux vous découvrir. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être contenu figé, c'est très limité. On peut faire un post avec une petite photo et quelques questions. C'est limité, ça ne permet pas, malheureusement, ça ne nous permet pas en tant que consommateur de se dire est-ce que c'est un coach qui est vraiment qualifié ou non. D'où le fait que beaucoup de faux coachs, parce que je sais que je vais me faire dézinguer après, mais c'est pas grave, je mets bien mes guillemets. D'où le fait que beaucoup de faux coachs réussissent, ils ont une communauté plus importante parce qu'eux communiquent énormément avec de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire de la vidéo. Aujourd'hui, le coaching, surtout dans le mindset, il s'adapte à tous les réseaux sociaux, vraiment tous, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook ou Instagram. Ça fonctionne parce que c'est un besoin de la société. Mais c'est surtout qu'Instagram est devenu une plateforme de vidéo maintenant. Oui. Donc, si on veut être plutôt bien classé en termes d'algorithme. Il faut faire de la vidéo. Ça, c'est une certitude. Surtout quand on est dans des métiers comme le coaching, c'est important de faire de la vidéo parce que les contenus figés
ne donne pas la qualité du travail du coach. Non. Ça donne vraiment, ça nous permet, enfin, en tant que consommateur, on se posera toujours des questions. D'où le fait que pour vous, ça fonctionne mieux du bouche à oreille parce qu'un client satisfait va recommander. C'est ça. Et puis, c'est surtout que moi, j'ai aussi la casquette formatrice à côté, qui fait que, au travers du CPF et au travers de la formation, je récupère aussi des clients en coaching. Parce que c'est pas la même chose, hein, la formation et le coaching. Donc, c'est pas du tout la même chose. La formation, c'est pas du tout la même chose. Donc, comme je suis sur les deux, c'est l'avantage et que en même temps, pour des partenaires, j'accompagne aussi sur des masterminds d'entrepreneurs. Donc, en fait, moi, je mets pas mes œufs tout dans le même panier, qui fait que du coup, j'ai pas encore beaucoup travaillé une énorme communication parce que jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu besoin autant. Mais ce sera ma stratégie 2022. Eh ben, parfait. 2022, on repart sur de bonnes bases. Mais c'est vraiment important la communication. C'est vrai que là, vu qu'il y a les deux casquettes, vous pouvez récupérer. Mais encore une fois, un client satisfait, c'est un client qui recommande. Et les recommandations aujourd'hui sur Internet fonctionnent aussi énormément. Énormément. À chaque fois qu'on veut faire un achat, 80% des acheteurs, vraiment. Et voilà. On passe par les avis en se disant, OK, ça, je le prends ou pas. Et les avis qui sont notifiés sur Internet, quand ils sont vérifiés surtout, c'est encore plus intéressant et la conversion se fait plus facilement. Donc voilà, c'était vraiment sur la partie coaching, l'intérêt d'avoir de la vidéo et encore plus de la vidéo sous-titrée. Pourquoi sous-titrer? On oublie souvent le sous-titrage des vidéos, mais pourquoi avoir de la vidéo sous-titrée? Parce que souvent, on est dans des endroits où on n'entend pas ce qui est dit, où souvent les micros ne sont pas assez adaptés aux conversations. Et du coup, la personne qui vous écoute, même si c'est un court extrait, peut lire et surtout se dire, voilà, c'est intéressant, je vais peut-être le réécouter et ceci et cela. Donc, pour trouver des réseaux sociaux, ça ne va pas être compliqué, ça s'adapte à tout puisque c'est un besoin de société. Maintenant, il faut pouvoir trouver la bonne stratégie, l'adapter pour justement avoir une meilleure communauté, plus intéressée, sachant qu'on a nos communautés qui sont très frivoles, mais sur certains domaines d'activité, les communautés vont rester plus fidèles parce qu'elles se disent j'ai trouvé mon coach. Ça va être le truc tout basique, mais une personne qui tombe sur une vidéo d'une personne qui se dit coach, qui va répondre aux attentes et aux besoins de la personne, tout de suite, la personne va se sentir en confiance, même si elle ne se connaisse pas physiquement, mais elle va se dire, j'ai trouvé mon coach, et elle va s'abonner. Et à chaque fois qu'il y aura une publication, elle ira voir si, dans le moment T, le coach répond à la question ou pas, jusqu'à ce que des rives se fassent. Voilà. C'était la partie coaching pour les coachs entrepreneurs. Et voilà. Donc, Gwenaëlle, est-ce que pour le mot de la fin, vous avez quelque chose à rajouter? Peut-être un conseil, une citation qui vous... Ouais. J'ai une citation, d'ailleurs, elle est tatouée sur mon corps, donc elle me porte énormément. Et c'est une citation de Gandhi qui est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ça commence par toi. Intéressant. Donc voilà, vous devez être le changement qui va influencer le monde, c'est ça? On veut voir dans le monde. Donc, si on veut voir quelque chose à l'extérieur, on doit l'incarner en premier. Bon, voilà. Bon. Je vais essayer d'éviter de répéter les choses parce que, comme je le disais, j'ai une mémoire de poisson rouge. À court terme, c'est pas la peine. Donc voilà, mais je pense que tout le monde a saisi la citation. Et est-ce qu'il y a un conseil pour ces jeunes femmes ou ces mamans qui souhaiteraient se lancer mais qui n'osent pas? Eh bien, moi, je dis oser. Parce qu'en fait, vivre sa vie sans réaliser ses rêves, ça n'a pas de sens. Total. Et en fait, on ne vit pas vraiment sa vie. Donc, c'est bien dommage. C'est dommage. Totalement. Donc, voilà. Oser devenir avec Gwenaëlle Massa, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci énormément. Et encore une fois, je vous conseille de réécouter le live avant de prendre une décision dans votre vie. Et de contacter Gwenaëlle puisqu'elle est contactable facilement via ses réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un site internet? Oui, www.oserdevenir.com. Voilà. Avec une fiche contact aussi. Voilà. Et puis, des programmes qui vont évoluer dans les semaines à venir. Donc, ne pas hésiter à aller voir de temps en temps ce qui s'y passe ou en tout cas à m'appeler, à me contacter. Voilà. Contactez-la. Posez-lui des questions. Et c'est vraiment important. Avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, apprenez à savoir si c'est vraiment ce que vous voulez faire ou est-ce que vous voulez faire parce que vous avez
envie d'acquérir la liberté financière, mais c'est encore oublié, ou parce que vous voulez plaire à quelqu'un et voilà. Eh ben, merci beaucoup, Gwenaëlle. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On a déjà fait 1 heure. Merci, le week-end s'annonce favorable pour tout le monde. Merci à vous qui nous avez suivis comme tous les vendredis. Et on vous dit à bientôt. D'ici là, passez un très bon week-end. Bonne soirée, au plaisir. Au revoir tout le monde.